Salutations, aujourd'hui on change de décor, on en avait marre, alors on a pris un truc beaucoup plus grand. Nous avons la chance d'être accueillis par le Parc zoologique de Paris qui a parmi ses pensionnaires des animaux qui n'ont pas peur de se mouiller. Sur les côtes d'Amérique du Sud, on peut parfois observer des rassemblements d'animaux imposants. Sur la terre ferme, ils peuvent sembler pâteaux, mais une fois dans l'eau, ils font preuve d'une aisance et d'une grâce certaine. Ce sont les otaries. Je vous propose d'aller à la rencontre de ces animaux marins en compagnie aussi de Romain Bruno, soigneur responsable des otaries ici au Parc zoologique de Paris. On peut y aller. Si vous voulez, comme ça, on peut se positionner. Donc il est là. Donc en fait, on va placer toute l'équipe dans un box, nous aussi. C'est nous qui allons en cage du coup. Ouais, voilà. Donc ça, c'est notre mâle Otaria à fourrure australe, c'est Quito. Il a 14 ans et il pèse 120 kg. Alors Otaria à fourrure australe, ça porte bien son nom parce que justement c'est une espèce d'otarie qui a énormément de poils. Enfin, cette fourrure justement très dense. Les otaries, souvent on croit que ça n'a pas de poils, mais ça a bien du poil. C'est un mammifère. Ça leur sert à quoi, se protéger du froid en plus de la graisse qu'ils ont. Voilà, c'est ça, ça apporte une épaisseur en fait qui isole la peau de l'eau froide. Ils viennent renverser le seau pour piquer des poissons là. C'est leur petit côté Facétieux. facétieux, voilà, exactement. Est-ce que ça reste quand même un peu risqué? Parce que ça reste quand même des animaux sauvages. Ça reste des animaux sauvages, donc c'est pour ça qu'il y a un protocole de sécurité. C'est pour ça que toi, tu es dans un box, justement. Le seul élément dangereux chez l'otarie, c'est la mâchoire. C'est son seul moyen de défense. Ils ont 4 grandes canines très très grandes. On estime que c'est 3 fois plus puissant qu'un berger allemand. C'est à ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'on approche jamais notre visage près de ces animaux, qu'on leur fait pas de bisous, comme on peut voir dans certains parcs. Et donc le but avec nos animaux, c'est de pratiquer l'entraînement médical comme il est pratiqué pratiquement sur toutes les espèces aux zoos. Et donc l'entraînement médical, ça nous permet de soigner nos animaux en cas de problème, mais aussi de faire des choses préventives. Donc ça, c'est une position par exemple pour les échographies. Et tu restes. Et donc quand le vétérinaire fait son échographie, il a besoin du gel. Donc c'est pour ça que nous, on les habitue, on les désensibilise au gel, à cette sensation de froid. Et ça évite aussi tout le stress. Parce que pour un soin bénin sur Quito, on n'est pas obligé de l'endormir. On peut accéder à toutes les parties de son corps et le soigner sans aucun problème. Tu restes. Et là, si tu veux, tu peux essayer de le faire crier. Tu lui dis son nom avant, en fait, juste pour que tu captes son attention. Donc tu l'appelles, tu lui dis Quito, son nom, et tu le fais. Quito, crie. Restez ça. Quito, crie. C'est bien ce que tu as fait. Tu captes son attention, qu'il sache qu'il est avec toi, et tu vois, dès qu'il a capté ton attention, tu peux lui faire les choses. Moi j'ai fait crier l'otarie. Ici, il y a 6 otaries qui barbotent joyeusement dans leur bassin. Ces animaux qui cohabitent paisiblement sont en fait de 2 espèces différentes. 2 d'entre eux sont des otaries à crinière ou Otaria flavens, et les 2 autres sont des otaries à fourrure australe ou Arctocephalus australis. Donc voilà nos otaries de Patagonie. 2 de nos otaries de Patagonie, on a Ella et Porthos. Et Yassi, la petite femelle otarie à fourrure australe. Donc il y a une vraie différence de taille entre les 2 espèces. Puisque Ella a 8 ans, elle pèse 120 kg. Yassi a 5 ans, elle pèse 32 kg.
Dans la nature, ces deux espèces cohabitent car elles partagent les mêmes territoires, à savoir les côtes du Pérou, du Chili, d'Argentine et d'Uruguay. Comment ça s'est passé l'introduction? Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Donc au départ, évidemment, on avait un peu d'appréhension vis-à-vis de Yassi, puisque c'est vraiment un petit gabarit comparé à nos gros mâles. C'est la petite. C'est la petite qui fait 30 kg. Et donc on a fait déjà des mises en contact visuelles, c'est-à-dire qu'on avait les otaries de Patagonie de ce côté-là. Et on mettait les otaries à fourrure australe ici, ce qui permettait déjà de voir les réactions. Donc on voyait qu'il n'y avait pas d'agression, ça se passait plutôt bien. Donc ensuite on est allé au fur et à mesure, on les a mis en contact. En fait on s'est rendu compte que c'est Yassi qui faisait la Loa, donc la toute petite. Donc voilà, on était rassurés, ça n'a pas posé de problème. Plus largement, ce que l'on appelle les otaries font partie de la famille des Otaridés qui regroupe 16 espèces connues réparties dans 2 sous-familles, les otarinés, dont font partie par exemple nos otaries à crinière, et les arctocéphalinés, dont font partie cette fois les otaries à fourrure australe. Ce sont des mammifères marins carnivores qui se distinguent facilement de leurs comparses phoques ou morses par la présence de petites oreilles, d'où d'ailleurs ils tiennent leur nom puisque étymologiquement otari vient du grec otarion qui se traduit par petites oreilles. Alors non, je m'en doute, ça doit pas se prononcer comme ça, mais j'ai fait latin au collège. Voilà. Autre différence, c'est que les membres des otaries sont plus grands que ceux des phoques, ce qui leur donne une plus grande aisance sur Terre, ce qui fait que les otaries marchent, en se dandinant pas mal quand même, quand les phoques, eux, sont obligés de ramper une fois sortis de l'eau. Si jamais il y a des escarmouches, comment vous gérez ça? Vous intervenez tout de suite ou... Non, justement, on les laisse faire en fait. S'il y a une bagarre, on ne peut pas les séparer. Ça peut être Deux violent mâles des qui fois. font plus de 300 kg, on peut rien Oui. faire. En fait. Donc nous, Ouais. notre but, c'est de prévenir tout ça. Et quand on voit les signes que ça va être la période de reproduction, on les sépare et on fait tourner les femelles. On met les femelles un peu avec un, ensuite un peu avec l'autre. On veut recréer ce qui se passe dans le milieu naturel. Les bagarres finalement entre les mâles, c'est ce qui se passe, et que chaque mâle ait ses femelles. Sur une période de plusieurs mois, ces animaux se regroupent en colonies et les bagarres entre mâles commencent pour avoir le contrôle d'un territoire et avoir un accès aux femelles. Les mâles otaries qui gagneront les combats, souvent violents, constituent ainsi un harem qui peut atteindre plus d'une dizaine de femelles. Après avoir accompli leur devoir de transmission de patrimoine génétique, les mâles laissent les femelles s'occuper de leur progéniture. Des pères exemplaires, en somme. Du coup, vous avez eu une naissance il n'y a pas très longtemps, ça fait combien de temps que... Elle est née vendredi, ouais. Donc elle a 6 jours. En fait, elle est séparée justement du reste du groupe, déjà pour sa tranquillité à elle. Et on veut éviter aussi que les mâles écrasent le petit. En fait, L'attaque, à partir on peut du l'attaquer. moment où on a eu la naissance, ça a réveillé les instincts chez les mâles. Ils veulent vraiment aller vers la femelle et il n'y a plus rien qui compte. Tout ce qui va se présenter dans ce passage, eux, ils traversent. C'est comme un train qui avance. On ne l'arrête pas. Et s'il y a un petit, comme tu vas voir notre bébé qui pèse 14 kg se trouve sur le chemin, face à un individu qui pèse 330 kg, il y a problème. La gestation dure environ 11 mois, à l'issue de laquelle naîtra un unique petit. La mère ne quittera pas son petit les premiers temps, mais dès que cela est possible, elle le laissera seul pour aller s'alimenter en mer afin de se nourrir et fournir à sa progéniture un lait riche en gras nécessaire à sa croissance. Pendant l'absence de sa mère, le petit est laissé à son sort, seul. Il n'y a vraiment aucune notion de babysitting chez les otaries. Donc Nora, c'est son bébé. Voilà, sa patte aux joies. Donc la relation de confiance qu'on a créée avec Nora nous permet d'avoir un contact avec elle et qu'elle ne se sente pas menacée quand on vient voir son bébé. Et on voulait pas qu'il y ait de crainte envers nous. Et vous avez prévenu, hein, trop mignon. Je suis en train de fondre complètement. Toi, tu m'écoutes plus là. J'écoute, mais juste... Il est tellement pâteau. Je comprends mieux maintenant pourquoi il sait pas nager. Ouais, c'est ça, ça a besoin de se muscler, ça a besoin d'avoir de l'énergie. À chaque fois que les femelles reviennent à terre, le ventre plein pour nourrir leurs petits de leur lait, elles doivent retrouver le petit, justement. Mais l'entreprise semble ardue. En effet, comme dit plus tôt, les otaries se regroupent en colonies. Comment font-elles pour s'y retrouver dans cet enchevêtrement de corps de ses comparses? Et pour ne rien arranger, les otaries qui ont une très bonne acuité visuelle dans l'eau, une fois à l'air libre, elles sont super myopes. Dans ces conditions, retrouver sa progéniture relève du défi insurmontable. Et pourtant, les femelles otaries vont retrouver leurs petits. Pour ce faire, elles vont faire appel à d'autres sens. Et c'est là que les petites oreilles des otaries vont se montrer bien utiles.
La mère et le jeune vont échanger des vocalisations et d'abord se reconnaître au son de leur voix. Ensuite, ils pourront établir un contact physique, puis se reconnaître par l'odeur. Et seulement là, une fois que l'identité du petit est bien établie, la femelle va allaiter. Et là, dès qu'il s'éloigne un peu, elle l'appelle et il revient tout de suite. La reconnaissance par la voix est un élément essentiel, si bien qu'il a été montré que la femelle ne partait pas en mer avant que son petit ne réponde bien à ses cris et pas à ceux d'une autre. La modulation de fréquence, la modulation d'amplitude et le timbre de la voix constituent une signature vocale propre à chaque individu. C'est tellement mignonne. Alors, évidemment, elle mange pas les poissons, elle tète que le lait de sa maman. Elle va téter pendant quelques mois, 6-7 mois. Là, c'est je tète, je fais pipi caca, je crie et je dors. Voilà. La belle vie en somme. Voilà. Ouais. La vie d'un bébé. Elle prend environ 300-400 grammes par jour. La petite. Ouais. Du coup, la maman mange plus que d'habitude pour pouvoir faire son lait ou c'est... Oui, elle mange plus que d'habitude. Nora, à la même époque, l'année dernière, mangeait 4,5 kg. En ce moment, elle mange 6 kg. Et elle sort de ton lait? Elle veut pas. Elle veut pas. On lui propose tous les jours et elle veut pas. En même temps, c'est tout jeune. Oui, elle veut rester avec son petit. Elle se sent bien ici parce que justement, elle est en sécurité ici. Ça va se faire petit à petit en fait. Regarde, dès qu'il s'approche de l'eau, tu vois, elle l'empêche. Ah bah vous avez de la chance, c'est un de ses premiers. Mais ouais, Nora, dès qu'il va dans l'eau... Ah oui, là, elle l'a discuté là. Ouais. Quand le petit n'est pas encore sevré, il dépend entièrement de sa mère pour se nourrir. Quand celle-ci part en mer, faire le plein de poissons, cela veut dire pour le petit qu'il entre dans une période de jeûne. Les scientifiques ont fait quelques tests pour étudier comment réagissaient les petits pendant cette période qui doit mettre à rude épreuve leur organisme. Durant les 3 premiers jours après le départ de leur mère, les petits ne réagissent ni ne répondent à aucun cri de femelle quelle qu'elle soit. Après 5 jours, et ce jusqu'au 11e jour en l'absence de leur mère, les petits ne vont répondre qu'aux cris de leur mère, mais vont ignorer les autres. Puis, passé ce délai, la plupart des petits se mettent à répondre à tous les cris de n'importe quelle femelle. Et c'est pas parce qu'ils ont oublié la voix de leur mère, c'est juste que... ils ont faim, alors ils tentent de duper une autre femelle, on sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Mais très rares sont celles qui se font avoir par ces petits filous. Dans la très grande majorité des cas, les femelles rejettent tout petit qui ne serait pas le sien, et parfois sans ménagement. Ce qui fait que malheureusement, si une femelle otarie venait à périr en mer, son petit serait condamné. Ça peut paraître cruel, mais c'est comme ça. J'imagine que ça peut s'expliquer par le fait que le coût énergétique pour nourrir un seul petit est sans doute déjà assez énorme pour la femelle, qui ne peut tout simplement pas s'occuper d'un de plus, sans quoi ça pourrait mettre en péril son propre petit. Alors il faut faire des choix. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à Romain Bruno d'avoir répondu à mes questionnements. J'espère que vous aussi, votre curiosité est assouvie et que, comme moi, vous avez appris plein de choses. Si ça vous a plu, signifiez-le avec votre meilleur pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ce serait dommage de rater les prochains épisodes. Ça serait vraiment dommage. Après, vous faites ce que vous voulez, mais ça serait dommage. Allez, à bientôt.